Nous ouvrons cette édition dans un lieu qui porte une histoire et un sens particulier pour nous, le Musée des civilisations noires. Un espace pensé avec l'idée que l'Afrique doit toujours garder des liens entre ce qu'elle hérite et ce qu'elle invente. Ce musée nous rappelle une chose très simple. Chaque époque a produit ses savoirs, ses outils. Aujourd'hui, c'est à notre génération de répondre aux défis de l'intelligence artificielle. L'IA n'est plus une promesse lointaine. Elle est là, dans l'école, dans la santé, dans l'agriculture, dans les entreprises, dans les services publics, dans notre quotidien, dans nos maisons, mais aussi dans nos liens. Notre responsabilité en tant que pays et en tant que société est de faire en sorte que ces technologies restent utiles, responsables, inclusives et surtout humaines. Et c'est justement pour cela que le SALTIS existe, pour rassembler, comprendre, expliquer, former et construire ensemble. Le SALTIS est porté par une équipe jeune, dynamique, ambitieuse. Mais cette jeunesse n'avance pas seule. Elle s'appuie sur ses aînés. C'est une alliance entre générations. Cette circulation d'expériences et de valeurs qui permet à notre pays d'avancer sans perdre son cap. Nous tenons à vous, chers aînés. En 3 ans seulement, le SALTIS n'a pas simplement grandi. Il s'est imposé comme le rendez-vous incontournable de l'intelligence artificielle en Afrique francophone. Un espace où l'on vient, non seulement pour apprendre, mais aussi pour contribuer, s'engager, transmettre et construire. Nous avons vu émerger des startups qui proposent des solutions concrètes pour le pays et la région à travers le PAS Challenge, une problématique, un algorithme, une solution. Nous avons vu des institutions publiques et privées s'ouvrir à l'innovation, expérimenter, tester et oser. Et surtout, nous avons attiré des femmes et des hommes venus de la diaspora, composés de membres de nos comités scientifiques et opérationnels, de mentors, d'experts et de partenaires qui portent le Sénégal à l'international. C'est cette diversité géographique, culturelle, intellectuelle qui fait aujourd'hui du SALTIS une voix plurielle et singulière, affirmant au monde quelle intelligence artificielle nous sommes en train de construire. Pendant ces 2 jours, vous assisterez à des conférences, des démonstrations, des tables rondes, des ateliers pour les enfants et à des moments de rencontre avec des experts qui viennent partager leurs travaux et leurs visions. Mais j'aimerais insister sur un point essentiel. Le SALTIS ne s'arrête pas après ces 2 jours. Tout au long de l'année, notre équipe travaille dans les écoles, dans les entreprises, dans les universités, auprès des enseignants et des éducateurs, dans les administrations. Cette mission d'acculturation est centrale. Avant d'utiliser l'intelligence artificielle, il faut la comprendre. Avant de la réguler, il faut la maîtriser. Dans quelques instants, vous découvrirez le livre blanc du comité scientifique du SALTIS 2025. Il propose des pistes, des méthodes et des recommandations. Et le travail du comité scientifique va se poursuivre en allant là où les lois se font, là où les politiques publiques se construisent, mais aussi dans vos organisations, dans vos institutions et dans vos entreprises. Vous verrez à travers les conclusions des différents pôles qui ont travaillé sur ce livre blanc à quel point il est plus que jamais nécessaire
d'anticiper, de veiller et d'imaginer demain. Nous ne pouvons plus faire l'économie de la prospective. Si l'intelligence artificielle est là aujourd'hui, elle est en train d'être connectée aux biotechnologies. La machine quantique sera une réalité pour très bientôt. Et nous, quel sera notre levier, nos terres rares, notre démographie, ou encore nos savoirs enfouis et jalousement gardés dans nos terroirs? Le PAS Challenge de cette édition, problématique, algorithme, solution, a été lancé cette année pour préparer les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Demain, nous aurons le plaisir de découvrir les 3 projets lauréats de ce concours, fruits de l'imagination et de l'engagement d'une jeunesse diverse et créative. Ce concours illustre parfaitement le rôle du SALTIS: stimuler l'innovation, accompagner les talents africains et contribuer concrètement à la réussite d'un événement mondial organisé pour la première fois en Afrique. Le SALTIS est ainsi au cœur des rendez-vous de notre nation. 2025 marque aussi le lancement du programme Canalia, la caravane nationale de l'intelligence artificielle. Dès 2026, nous irons dans les régions, les communes, les lycées, les centres de formation pour rapprocher l'IA du terrain, là où elle peut répondre à des besoins concrets. Parce que la souveraineté technologique n'a de sens que si elle touche toutes les parties du pays. Nous invitons tous nos partenaires à continuer à nous accompagner et invitons tous ceux qui se reconnaissent dans cette initiative à nous rejoindre. C'est en expérimentant et en restant sur le terrain que nous allons y arriver. Je veux le remercier chaleureusement tous nos partenaires. Votre engagement compte. Nous aurons besoin de vous pour ouvrir vos portes, accueillir des ateliers, organiser des rencontres et continuer à faire vivre ce New Deal technologique que nous portons tous ensemble. Je veux dire aux jeunes, continuez d'expérimenter, de douter, de créer. Votre esprit critique est votre plus grand trésor dans le monde que nous vivons et où nous vivrons. Et je veux dire aussi, en tant que femme et mère, nous faisons tout cela pour nos enfants, pour qu'ils comprennent, maîtrisent et orientent ces technologies et non les subissent. Car si nous ne faisons pas le nécessaire, d'autres choisiront les mondes dans lesquels vivront nos enfants. Ils sont déjà en train de les façonner. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire bienvenue au SALTIS 2025. Djerejef. Bonjour à toutes et à tous. Cher professeur Oumar Niang, je suis très content et ému de te retrouver ici. Bienvenue. Cher Isidore Diouf, directeur général de Sénégal Numérique, chère directrice de Espresso, cher président du conseil d'administration de l'APIX, bienvenue. Madame la directrice de Orange Digital Center, bienvenue. Cher Ndiaïdia, cher Wedji, je suis extrêmement fier de vous. Extrêmement fier de vous. Chère marraine de l'édition, bienvenue. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Ndiaïdia à Paris, dans une ancienne vie où la paye en valait la peine, dans une vie où j'étais dans le privé, j'étais investisseur. Et je me retrouve dans les bureaux de la BPI, la Banque publique d'investissement en France, et j'entends un accent. Bon.
Je me retourne, je vois un jeune homme qui parle d'un produit IA qu'il a développé par lui-même et son réseau. Et naturellement, j'étais choqué et content en même temps, parce que je me dis, accent ça c'est une chose, c'est ça. Et on me disait qu'il sortait de Polytechnique, de l'X. J'ai fait les classes préparatoires et j'ai échoué au concours Polytechnique. La première fois, deuxième fois, il l'a rattrapé ou pas. Et on me dit qu'il l'a passé brillamment. Et je me retourne, on est dans les locaux de la BPI, il me pitch un produit qui s'appelle Djangat. Djangat AI, qui permet de lire en masse le contenu de documents, PDF, Excel, peu importe l'extension. Et on me dit que c'est un Sénégalais qui l'a pensé, qui l'a conçu, qui l'a réalisé, qui est non seulement en train de le commercialiser au Sénégal, mais je me retrouve en France et il est en train aussi de le commercialiser. J'ai abandonné tout ce que j'étais en train de faire et je suis venu l'écouter. Et ce jour-là, j'ai été convaincu. Et comme par hasard, on se retrouve ici au Sénégal à partager le même panel. Bravo, merci de les applaudir, s'il vous plaît, pour le chemin parcouru. Sachez-le, ce duo ira très très loin et tant qu'on sera là, ce genre d'initiative sera appuyé. Et c'est complètement en phase avec les politiques et la dynamique actuelle des équipes du MCTN. En tout cas, des équipes qui portent le New Deal technologique. Mesdames et messieurs, chers jeunes, je suis particulièrement honoré de prendre la parole au nom du ministre de la communication, des télécommunications et du numérique, Monsieur Alioune Sall, qui m'a chargé de vous transmettre ses salutations les plus chaleureuses, ainsi que son attachement à la réussite de cette édition 2025 du Saltis. Au fil des années, le Saltis s'est imposé comme un rendez-vous pour le numérique au Sénégal. Ce n'est pas seulement un salon de plus, ce n'est pas seulement un rassemblement de plus avec des officiels de l'État, et ce n'est pas seulement un endroit où on vient, on applaudit, on déjeune gratuitement et puis on rentre. Pour moi, c'est un espace de travail, de réflexion, de décision où se rencontrent l'État, le secteur privé, le monde académique, les partenaires et surtout la richesse de cette nation, la jeunesse. Dans le cadre du New Deal technologique porté par le gouvernement, nous entrons dans une phase résolument opérationnelle. C'est dans cet esprit qu'a été conçu le programme 8 du New Deal technologique qui s'appelle Sénégal Digital Factory, de l'idée au produit. C'est un programme qui a été maturé pour les 5 prochaines années à près de 115 milliards. Et ce programme vise à créer 8 Fab Labs, des Fab Labs autour des pôles économiques du Sénégal. Et ce programme vise à doter notre pays d'une capacité structurée pour accompagner les projets numériques depuis l'idée jusqu'au produit ou service prêt à être déployé. Cela suffit de former nos jeunes et que ces jeunes n'appliquent pas cette formation. Quand on n'applique pas, on oublie. Ce programme permet naturellement de flécher des jeunes formés à des opportunités qui existent, qui leur permettent tout de suite d'appliquer leur formation. Parce que c'est ça la réalité du numérique. On a beau apprendre l'IA, on a beau apprendre à développer sur du Python ou que sais-je, mais ce qui est certain, nous sommes entre ingénieurs, si on ne pratique pas tout de suite, on oublie la formation. Donc l'idée de ce programme, c'est tout de suite de mettre en relation cet écosystème de jeunes formés avec des opportunités du marché. Et ceux qui sont moins peut-être à l'aise avec tout ce qui est software, à développer des applis, ceux-là feront de l'assemblage, parce que c'est de ça qu'il s'agit également, d'attirer au Sénégal de grands noms pour que vous puissiez faire de l'assemblage de ces structures-là ici au Sénégal. Et je peux en citer certains, HP, Dell, avec qui nous sommes en discussion, qui vont venir ici au Sénégal et nous permettre aussi
de faire de telle sorte que des jeunes puissent former, assembler leurs dispositifs ici même au Sénégal. Donc nous allons offrir avec le Digital Factory des espaces d'innovation de prototypage en mobilisant des expertises techniques et métiers et en connectant les porteurs de projets aux bonnes institutions et aux bons partenaires. Au cœur de cette dynamique, le ministère prépare la mise en place du Sénégal AI Hub, qui est le programme 8.4 du New Deal technologique. Donc il y a le programme 8 avec Sénégal Digital Factory et un des composants du programme 8, c'est la mise en place d'un AI Hub Sénégal avec toute une chaîne, avec un observatoire, avec une chaîne de structuration, chaîne de mise en œuvre de cas d'usage. Il y a toute une intelligence qui va être proposée et d'ailleurs c'est la première fois que je l'annonce. Je pense que le Saltis est en train de m'inspirer. Donc je tiens à vous naturellement vous solliciter, peut-être au niveau durant les ateliers, à ce qu'on échange sur ce dispositif, que je vous donne plus d'informations. Dans tous les cas, le MCTN va démarrer les communications dans les semaines qui suivent. Donc dans cette perspective, le Saltis et ses équipes ont un rôle clé, naturellement. Ce salon n'est pas une vitrine, c'est un point d'entrée vers les dispositifs du New Deal technologique, vers le Sénégal Digital Factory et demain vers le Sénégal AI Hub. Concrètement, cela signifie que les talents identifiés ici pourront être orientés vers des programmes d'accompagnement structurés. Les solutions présentées pourront inspirer et alimenter des chantiers du ministère. Des passerelles pourront être construites entre les acteurs du Saltis, les institutions publiques et les partenaires techniques et financiers. Je voudrais, mes chers amis, à ce stade, m'adresser directement à la jeunesse que je vois présente dans cette salle. Le numérique et l'IA ne sont pas des domaines réservés à quelques experts, sachez-le. Ils doivent être des opportunités ouvertes à toutes et à tous. Le New Deal technologique n'a de sens que s'il se traduit pour vous par plus de formation, plus de perspectives professionnelles, plus de possibilités d'entreprendre et d'innover. De son côté, l'État prend ses responsabilités en posant des cadres, en lançant des programmes et en investissant dans des infrastructures, mais cette dynamique ne sera pleinement efficace que si vous, la jeunesse, vous vous emparez, si vous proposez, si vous testez et si vous osez. Mesdames et messieurs, chers jeunes, en déclarant ouverts les travaux du Saltis 2025, je forme le vœu que ces journées débouchent sur des partenariats concrets, des projets suivis dans la durée et des trajectoires individuelles transformées. Que nous puissions dans quelques années considérer cette édition comme l'un des moments où une nouvelle étape du New Deal technologique, de la Sénégal Digital Factory et du futur Sénégal AI Hub, que ces dispositifs prennent forme ici, grâce à votre engagement. Au nom du ministre Alioune Sall, je vous remercie à tous de votre présence et de votre mobilisation et je déclare ouverts les travaux du Saltis 2025. Merci. Tout tourne autour du New Deal. Alors, j'aimerais bien qu'on essaie de contextualiser un tout petit peu, parce que nous vivons effectivement une situation particulière au Sénégal, où naturellement on a besoin non seulement de compter sur nos propres ressources, mais on a besoin aussi de solutions frugales. Donc avec moins de ressources, mais de relever vraiment tous les défis, dont les défis du New technologique. J'ai bien apprécié en fait les profils des panélistes parce que l'essentiel des questions sur lesquelles nous allons devoir débattre sont encapsulées par leur profil. Donc nous avons des usagers, nous avons des acteurs qui sont pleinement dans la partie infrastructure, nous avons des acteurs certainement dans la formation, et surtout, nous avons des acteurs institutionnels. Je voulais, pour la première question, demander à DG quel est justement le retour d'expérience que vous voulez
vous pourriez partager avec l'assistance par rapport à l'utilisation effective de l'IA dans la conduite des politiques publiques, depuis la conception des politiques publiques jusqu'à la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques, en ne prenant que la partie numérique, pas peut-être les autres secteurs. Merci beaucoup, professeur. Je pense qu'il faut aussi, dans un premier temps, être lucide sur le niveau de maturité que nous avons, en tout cas, de l'application de l'IA dans notre vie courante. Je considère qu'on a une bonne antériorité, en tout cas, au niveau de l'écosystème, avec des start-upers qui ont très tôt commencé à s'imposer, à faire des recherches. Mais concrètement, dans l'application et dans l'introduction de cette connaissance et ces technologies-là dans l'industrie économique, on n'y est pas encore. C'est un constat. Et c'est tout le sens justement de la plateforme qui va être mise en place par la direction de l'économie numérique, justement pour pouvoir sortir de terre toute cette connaissance-là qui est enfouie, mais qui a du mal un peu à s'étioler et à permettre de telle sorte que nous qui sommes en tout cas responsables et directeurs, on puisse détecter les pépites, maîtriser le contenu qui sont proposés et les introduire justement aussi bien sur des besoins gouvernementaux, mais également sous des besoins de notre quotidien. Je pense que c'est tout le sens de mettre ce pipe et ce canal et ce tunnel et ce cadre de mise en œuvre. Donc à l'état actuel des choses, je pense que ce qui est peut-être un peu plus en maturité au niveau IA, en tout cas pour ce que j'ai pu voir, relève plutôt de solutions qui sont liées notamment au transport, parce qu'il y a eu pas mal de travail qui a été fait, notamment sur tout ce qui est intelligence artificielle liée au transport, notamment la mise en œuvre de trackers qui permettent justement de pouvoir identifier les flottes automobiles. Donc il y a quand même pas mal de sociétés qui ont eu à se développer dans ce sens-là, à proposer quelque chose. Également dans le domaine de la santé, j'ai eu à avoir de belles découvertes. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a des Sénégalais qui sont en capacité de pouvoir détecter les tumeurs du cerveau. Il y en a. J'ai eu à rencontrer un Sénégalais qui a fait de bonnes recherches dessus et qui est même en cours de brevetage. Donc, les solutions sectorielles, il y en a. Maintenant, comment on passe d'un mode R&D à quelque chose qui est certifié et qui est à un moment donné commercialisable? Je pense que c'est tout l'enjeu justement de notre rôle, nous à Sénégal numérique, mais également essentiellement à l'économie numérique, de mettre le cadre d'incubation pour qu'on puisse avoir ce que j'appelle des chaînes de valeur. Parce que moi, je considère que pour pouvoir être force de proposition et disruptif par rapport à ce qui se propose au niveau international, mais également nous, Cerveau Général, il faut qu'on ait une consolidation des technologies IA qui fasse que derrière, vous pouvez avoir une solution, un bundle IA qui, par rapport à des solutions qui sont chinoises ou américaines, pourront faire face. Parce qu'il faut adresser certes le marché endogène, mais après il faut aller attaquer le marché exogène. Et pour pouvoir aller attaquer le marché exogène, il faut venir avec une proposition de valeur disruptive. Et ça, il faut être lucide par rapport à cela. Maintenant, concrètement, nous, notre stratégie est de pouvoir faire le tampon besoins gouvernementaux, c'est-à-dire quels sont les points de douleur sectoriels au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, et comment à un moment donné l'intelligence artificielle vient résoudre ces points de douleur. Et pour pouvoir faire cela, naturellement, on est sur des solutions gouvernementales, on n'est pas sur quand même des solutions que vous allez coder pendant un mois dans votre atelier et venir les proposer. Il faut qu'il y ait des protocoles de validation, des protocoles de test, de revue de code qui permettent à un moment donné d'être sûr que cette solution-là, lorsqu'elle est mise en place, à un moment donné, elle est sûre. Donc, grosso modo, l'application actuellement, là, les possibilités sont larges. Et je pense que sur 2026, avec l'appui de la direction de l'économie numérique, avec également l'introduction d'une plateforme qui permettra à un moment donné d'avoir une bibliothèque IA au Sénégal, avec une cartographie sectorielle, on pourra faire de belles choses et des avancées majeures par rapport à ce qui se fait actuellement. Merci beaucoup, DG. J'ai compris dans votre intervention qu'il y a beaucoup de capacités.
nous avons un écosystème qui est assez riche. Donc, dans pratiquement l'essentiel des usages, nous pouvons trouver en fait des centres de compétences. Maintenant, le New Deal avec DG a l'avantage de venir au moment où, au niveau du nouveau référentiel de Sénégal 2050, l'agenda de transformation, nous avons fait plus que le PSE qui considérait le numérique comme juste en fait un pilier transversal. Ici, le numérique est considéré comme un secteur économique à part entière. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que même par rapport à ce que nous sommes en train de faire en termes de structuration, parce que comme quand vous dites qu'il y a plusieurs centres de compétences, beaucoup de capacités, ce qui reste après, c'est de les structurer. Je ne vais pas dévoiler une chose, mais lui, il en est témoin. Mais je peux vous dire que présentement, on mobilise des ressources IA, des compétences sénégalaises IA, pour faire de l'aide à la bonne prise de décision dans tout ce que nous faisons. Là où je suis, où on modélise les indicateurs de pilotage d'impact de l'agenda, ce n'est pas rare qu'on développe des modèles IA avec les jeunes qui sont ici. Ce n'est pas rare qu'on ait un besoin, mais très ponctuel, vous l'avez dit, quelquefois c'est une question, la constante est très petite, quoi. Donc très rapidement, il faut trouver une solution. Et effectivement, dès lors que nous avons des Sénégalais que nous rencontrons tous les jours, qui ont des solutions, qui développent ces solutions à l'étranger, et d'ailleurs qui ont l'essentiel de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Ndiadia vient de l'étranger. Il a développé des capacités, donc il avait des capacités depuis l'étranger. Et ce qui se passe souvent en termes de besoins de structuration et de valorisation de ces compétences, d'organisation de ces compétences-là, c'est qu'on puisse leur permettre au moins un cadre pour justement participer à ces structurations-là. D'abord, c'est un. Et deuxièmement, c'est pas difficile de savoir leurs capacités parce que souvent, on va en benchmark ailleurs pour des solutions et on retrouve des Sénégalais qui ont développé ces solutions-là. Donc, c'est important, en fait, qu'on puisse prendre cela, disons, dans nos réflexions. Basile, j'aimerais bien que tu puisses maintenant aborder l'angle d'attaque par lequel vous voulez aborder le sujet. Oui, merci, professeur. Déjà, je pense que dans le panel dont nous sommes, quand on parle de crise, pour moi, c'est un élément qui réagit pour montrer un peu nos faiblesses, mais également nos efforts. Et la crise doit être un stress test pour l'État. C'est-à-dire que non seulement pour sa communication, mais dans le cadre de l'information également. On a tous vu ce qui s'est passé lors du Covid. Nous n'avons pas attendu pour avoir des problèmes, pour mettre en place des problèmes. Donc, automatiquement, la Covid est venue. Nous avons testé et nous avons digitalisé des solutions à l'instant T. Donc, la crise nous a permis d'innover sans demander des permissions. On n'a pas demandé à qui que ce soit pour faire des solutions. Et pour moi, c'est là-bas même que l'importance de l'IA a tout son sens. Je pense que M. Thiam l'a dit ce matin, l'IA n'est pas réservée à une couche de la population où on est développeur, où on a une connaissance pointue pour l'utiliser. Dans notre cas, je reviens aussi dans le domaine de la Covid, quand l'information, si on sait que l'information, une fausse information, passe 6 fois plus rapide qu'une vraie information, on se rend compte de l'utilité de l'IA dans ce sens-là. Comment on avait utilisé la technologie pour prendre cette IA sous forme de radar pour lutter contre la désinformation, également pour faire ce qu'on appelle du fact-checking.
les débats qui se tournent autour de notre environnement, parce que je parle de mon environnement, et que les spécialistes des médias, de l'information, ont un peu peur de cet outil. Peur parce que non seulement ne maîtrisent pas, mais souvent n'ont pas la possibilité ou bien n'ont pas envie d'aller apprendre. Et dans le métier que je suis, où on parle beaucoup d'information, de journalisme, on est à un stade où on discute entre est-ce que cette IA va remplacer le technicien en l'information, ou bien le journaliste, ou bien les médias. Et là, on se rend compte que c'est un outil qui est là, qui nous permet de faire notre travail comme il faut. Donc ça, c'était vraiment pour un peu poser le débat sur l'angle de l'information. Mais on se rend compte également que cette crise dont on parle, parce qu'on s'est tous rendu compte que lors de cette crise de la Covid, un simple audio WhatsApp pouvait dégénérer et les gens étaient beaucoup plus concentrés sur le fait que l'information passe vite, mais beaucoup plus à l'aise si le ministère sortait pour mieux faire une communication et croire en cela. Donc, tout cela veut dire qu'aujourd'hui, l'outil n'est pas mauvais. L'outil est juste là pour aider l'État. Et l'État l'a utilisé également pour mieux communiquer, pour mieux également prendre des décisions, comme vous l'avez dit, dans ce secteur-là. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous n'utilisons pas l'IA comme un outil de souveraineté, une autre personne va le prendre et l'utiliser à d'autres fins. Et puisqu'on parle du New Deal également, je pense que Roger est là pour mieux l'expliquer, mais j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, l'IA doit être une continuité d'apprentissage dans ce programme. Et quand je dis apprentissage, c'est aller dans le domaine de la sécurité de nos infrastructures pérennes, mais également aller dans le sens d'un accompagnement, de regroupement, c'est-à-dire unir l'écosystème, ce qui est déjà en cours avec le lancement il y a quelques jours de la Startup Act, mais également, pour finir, de pouvoir avoir des IA qui parlent, qui nous comprennent, qui parlent Wolof, qui parlent Bambara, qui parlent Djola, parce que je ne suis pas d'avis, dans un monde où nous sommes, on parle beaucoup d'IA qui ne sont pas hébergés là où nous sommes et qui peuvent régler les crises dont nous faisons face. Merci. C'est impossible. Donc je pense qu'il faudrait, à travers cela, implanter les infrastructures, parce qu'on en a également, pour pouvoir aller de l'avant. Merci. Mais très bien, vous avez bien fait d'évoquer le cas de la Covid. Vous savez, à un certain niveau, souvent, on est assujetti au devoir de réserve, pour ne pas dire des choses, mais je peux vous dire qu'effectivement, en ce moment-là, pour localiser le patient zéro, le gouvernement du Sénégal a eu à recourir à des outils d'intelligence artificielle avec des compétences sénégalaises très avérées et qui assez souvent se mobilisent de manière bénévole dès lors qu'en fait il s'agit d'apporter des solutions. Je peux vous le dire, j'ai l'impression que vous acquiescez de l'autre côté, mais il ne faut pas trop dévoiler les choses. Alors, M. Samba, allez-y. Oui, bonjour professeur. Donc du coup, moi je vais plutôt prendre un peu plus de hauteur par rapport à qu'est-ce que c'est qu'une crise et quels sont les éléments d'appréciation que, à travers différents regards que j'aurai en fonction de ma carrière, parce que j'ai bossé dans la recherche chez Thales, j'ai aussi été dans un cabinet de consulting où on faisait des transformations et souvent on est plutôt dicté pour transformer des industries, transformer pour la digitalisation, transformer par rapport à des problématiques assez challenging, si je peux ainsi dire. Et le troisième volet, c'est par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement dans notre écosystème, ces trois angles de vue-là. Et ces trois angles de vue-là, j'aimerais aussi le voir aussi en tant que chef d'entreprise, parce que
il y a une rotation qui est en train de se passer et cette rotation, on en a besoin, on a besoin de cet écosystème qui est le public, représenté par l'État. On a besoin des services, des start-upers qui sont en train de créer de la valeur avec cette IA. On a besoin de l'académie. L'académie est extrêmement essentielle pour que ce triptyque puisse marcher. Par rapport à cette crise, qu'on peut dire qu'on est dans un environnement assez sclérosé, si je peux ainsi dire, on a besoin pour moi de libérer les énergies. Il sera important de libérer les énergies. Et libérer les énergies veut dire innover, veut dire mettre en place un certain nombre de solutions disruptives et aussi, prendre des risques. Et ces différentes institutions ou ces différents piliers doivent tous prendre des risques. Le premier, je vais m'adresser plutôt à l'État, à son représentant. Je pense que l'État ne sera jamais le seul barycentre de cet écosystème. Il devra accompagner, fédérer, montrer son leadership et aussi prendre des risques et croire à son écosystème. Son écosystème, c'est plutôt l'écosystème lié aux différentes startups. Mais l'État aussi, il faut le dire de manière assez claire, aura des challenges. Actuellement, on a des challenges des challenges technologiques que l'IA doit mettre en place en termes de fondation. Je donne juste un exemple. Je pense qu'avec le DG de CNU, peut-être qu'il pourra revenir dessus, ou bien le ministère, il y a besoin actuellement de puissance de calcul à travers la mise en place de data centers avec des GPU. Donc les GPU nous permettent de pouvoir réellement avoir des capacités locales, un élément de souveraineté. Et il est fondamental aussi de comprendre que ces infrastructures data centers mobilisent énormément de puissance énergétique. Donc, ce sont des convergences qu'il va falloir, et ça, je lance aussi un clin d'œil à l'État pour mettre en place le cadre. L'un des premiers cadres, c'est que deux industries, que l'énergie et le numérique, doivent converger pour mettre en place ces fondamentaux et ces fondations. J'ai bien aimé Elon Musk la dernière fois, il a dit « on a un problème sur Terre pour pouvoir capter, avoir de l'énergie moins chère ». L'une des solutions qu'il a trouvées, et je pense que tout le monde voit Elon Musk, c'est de mettre en place des satellites à côté du Soleil pour que cette énergie-là soit sans limite. Et que depuis là-bas, il est en train d'imaginer les prochains data centers ou les prochains GPU qui vont pouvoir utiliser une énergie en continu. Donc, on est dans des environnements disruptifs. On a besoin de pouvoir être dans des environnements disruptifs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le leadership et l'écosystème. Je pense que l'État, je pense qu'à travers le New Deal, doit faire confiance et prendre des risques avec les acteurs locaux. Ça permettra de pouvoir aller à l'échelle. Je reviens sur deux autres angles de vue. L'angle de vue du start-upper. Donc nous, on est dans un cabinet où on aide les différents industriels dans la protection et la résilience. Et les stratégies de résilience qu'ils doivent avoir au niveau sectoriel dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des systèmes complexes ou bien dans le domaine de la souveraineté. Donc cette résilience-là nécessite d'avoir des compétences, un savoir-faire. Mais maintenant, on voit de plus en plus qu'il est indispensable de pouvoir travailler sans intelligence artificielle. Donc il y a aussi une convergence sur nos métiers par rapport à des métiers qui sont extrêmement brillants à l'IA, notamment des startups qu'on a. Et de plus en plus, on est en train de changer les ingénieurs en agents. Parce que je pense que c'est une opportunité, par exemple, dans le domaine de la cybersécurité, qu'il y a à peu près 4 millions de gaps d'emplois et comment on pourrait valoriser tous les jeunes qui sont là pour pouvoir créer des agents qui vont remplacer des ingénieurs cybersécurité. Et je pense qu'actuellement, c'est la tendance. Donc, du coup, nous, dans notre métier, on est en train de transformer nos plateformes. Au lieu de recruter des ingénieurs, mais de recruter des ingénieurs qui vont développer
des intelligences artificielles pour pouvoir assurer ces cyber-résiliences. Ça, c'est le deuxième axe de start-upper sur lequel je pense que... Et le dernier point, pour finir, c'est qu'il est important aussi que l'écosystème, l'académie est fondamentale. On a besoin de pouvoir avoir, je pense que l'avantage qu'on a en Afrique par rapport à Madame, qu'est-ce qu'elle disait, c'est qu'on a une population jeune et on a une grosse population jeune. Merci. Et je pense que c'est une opportunité pour nous de pouvoir maintenant, à la base, intégrer comment dirais-je, j'ai pas envie de dire, ces ressources pour pouvoir les intégrer à bas âge dans notre écosystème de start-up pour les incuber. Donc du coup, on est toujours à la recherche de talents. J'ai eu des étudiants qui sont venus, qui ont réglé en 2 jours des problèmes que certains ingénieurs essaient de régler pendant 6 mois parce qu'ils étaient capables rapidement de développer avec une intelligence artificielle, d'automatiser, etc. Tout à fait. Donc l'académie sera aussi très moteur. Et je pense que ce sont des écosystèmes comme Saltix qui nous permettent, nous tous, de pouvoir converger et de pouvoir avoir l'opportunité de se parler et d'échanger par rapport à nos retours d'expérience, nos problématiques et en comment on pourrait réfléchir sur notre monde demain et le Sénégal demain. Merci. Merci M. Samba. Alors, beaucoup d'interpellations de l'État en termes surtout de leadership pour structurer en fait l'écosystème. Et dans l'écosystème, il y a la formation. Donc, on a aussi bien les opérateurs de formation. Pour nous, les opérateurs de formation, c'est aussi bien les établissements de formation, ça peut être des universités ou des écoles d'ingénieurs, etc. Mais ça peut aussi être des startups ou en fait des cabinets qui ont leur part dans la formation parce que c'est la partie, disons, apprentissage en vraie situation qu'ils incarnent. Donc, on l'a bien compris et je pense que, monsieur le directeur de l'économie numérique, ce serait bien que dans nos structurations, qu'on puisse avoir toutes les composantes des écosystèmes. C'est aussi bien la partie formation, parce qu'on a bien visé dans le New Deal la formation de talent. Et on n'a pas seulement dit formation de talent, on a dit formation de talent et leur rétention. Parce que ça aussi, c'est un risque. On peut bien former, on forme très bien, mais assez souvent, donc le marché, c'est aussi le marché mondial, donc ils peuvent s'ouvrir. Et le marché ouvert, effectivement, il ne faut jamais mettre des dispositifs pour les empêcher de partir. Moi, à chaque fois, je leur dis, vous pouvez partir, mais préparez votre retour. C'est juste ça, parce qu'on est dans un monde du numérique qui est un monde globalisé, et il suffit juste en fait de leur négocier des trajectoires, leur permettant de monter en compétences. Et à chaque fois qu'on a besoin qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, les avoir dans le cadre en fait, de projets structurants. C'est une bonne transition parce que nous avons avec nous un grand étudiant. Il dit qu'il est toujours étudiant, M. Diagne. Mais il a quand même dans sa présentation un peu, disons, masqué certaines choses. J'aimerais bien que vous puissiez revenir un tout petit peu aussi sur votre présentation parce que c'est bien que les jeunes sachent, en fait, à chaque fois que, en tout cas, je suis dans des panels, je demande à ce que les ténors, les doyens, qu'ils parlent un tout petit peu de leur expérience pour que les jeunes puissent s'en inspirer. Donc, je vous demanderai de vous rattraper en abordant aussi le thème. Merci. C'est vrai que ce que vous dites est important. Donc, je vais même aller avant, parce que quand j'ai vu Institut des algorithmes, ça me projette avant même le lycée. Lorsque j'étais au lycée, j'étais très faible en maths. Ne le dites pas à mes enfants. Hein. Et c'est quand on a commencé à étudier les algorithmes, donc en terminale, les statistiques, les probabilités, où vraiment j'ai changé de registre. C'est-à-dire j'étais le meilleur dans la classe sur ces questions-là. D'ailleurs, je me souviens qu'au bac, j'avais 0 en algèbre. Heureusement que ça comptait que sur 8. Et j'avais fait le plein sur tout le reste. Donc j'ai eu 12 sur 20 et c'est la meilleure note du jury à l'époque. Alors, donc c'est pour dire que dans mon parcours, tout a commencé par un rêve. Comment rendre possible ce qui paraît ne pas l'être?
Et je pense qu'à 25 ans, chaque jeune doit avoir cette hargne de vous dire qu'aujourd'hui, vous pouvez rendre possible des choses dans votre pays qui ne le sont pas. Et moi, c'est dans ça que j'ai baigné, parce qu'il s'agissait en 1995, alors que l'Internet n'était pas encore disponible à la Sonatel, je pense que c'est venu en 1996, ni la téléphonie mobile, mais le Sénégal avait déjà l'ambition de dire on va digitaliser les formalités du commerce extérieur, qui prenait 20 jours et qui finalement, après 9 ans de travaux, et je vous dirai pourquoi 9 ans de travaux, on est arrivé à une demi-journée, de 20 jours de formalité à une demi-journée de formalité, 100% avec de l'expertise sénégalaise. Pourquoi il a fallu 9 ans? Parce que justement, dans notre pays, on n'est pas très porté sur la collaboration positive. On est plus porté sur des antagonismes, des primautés intellectuelles, etc. En réalité, rien n'appartient à personne. Le pays appartient à tout le monde. Et je pense que Isidore ne dira pas le contraire. Ça paraît tellement simple de transformer les choses, mais il y a tellement d'obstacles, parce qu'il y a trop de propriétaires dans ce pays. Et donc, ce que j'ai appris à faire dans ma carrière, c'est de dire que je suis propriétaire et que je n'accepte pas qu'une autre personne soit propriétaire. C'est une fiction, mais c'est ça qui vous permet d'avancer. Dès lors que vous concédez à ce qui est devant vous le statut de propriétaire et que donc vous, finalement, vous êtes là que pour jouer un petit rôle, il y a très peu de chances que vous puissiez réaliser de grandes choses. Et je regarde le Sénégal au cours des 20 ou 25 dernières années, il y a très peu de transformation digitale. Vous avez des organisations qui ont mis en place leur système d'information interne, mais vous avez très peu d'organisations qui ont créé des interactions avec leur écosystème. Et je reviens sur un autre problème du Sénégal, c'est écosystème. Tout le monde sait le dire, mais nous, on constate les écosystèmes, on ne les construit pas. Subitement, on se rend compte qu'il y a l'écosystème du transport, qu'il y a l'écosystème numérique. Mais est-ce qu'on a construit ces écosystèmes? Parce que quand on les construit, on leur donne de la valeur. Sénégal, Sonatel, ce sont mes amis, mais il faut toujours que je parle d'eux. Si Sonatel parvient à faire des centaines de milliards de chiffre d'affaires, pourquoi il n'y a pas un écosystème de 1000 startups derrière Sonatel qui fait des centaines de millions et qui crée des emplois? Parce qu'on n'a jamais voulu le construire. Et Sonatel fonctionne comme une boîte intelligente normale en ayant pour objectif d'avoir une performance financière. C'est au pays qu'est le Sénégal de pouvoir se projeter en disant que les entreprises qui sont des champions, Sénélec, Sonatel ou n'importe quelle autre entreprise, doivent dans leur démarche construire des écosystèmes. J'en viens maintenant au fond de la discussion. L'intelligence artificielle, on a trois manières de l'appréhender, elle avec l'individu. Moi-même, j'ai ma propre relation avec l'intelligence artificielle. Les organisations, entreprises ont leur relation avec l'intelligence artificielle. Et la nation, j'intègre la culture et l'État, ont leur relation avec l'intelligence artificielle. Parler de potentiel économique aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut générer des emplois, bien que pour beaucoup de gens, l'intelligence artificielle va faire disparaître des emplois, ce qui est une réalité. Mais également, elle va faire naître de nouvelles compétences. Comment faut-il le voir? Quand on parle de transformation digitale, c'est qu'on a une cible. On se dit, on est là, on veut se transformer pour être là. Mais c'est déjà devenu obsolète la transformation digitale. Parce que maintenant, la cible, c'est l'intelligence artificielle. Ce n'est plus un fait qui est devant nous, c'est une dynamique qui évolue. Donc, ce que nous devons avoir en nous, c'est la capacité, en toutes circonstances, de pouvoir nous mouvoir. Et c'est pour ça que j'aime bien le mot évolutif. Nous pouvoir nous mouvoir. Et ça demande de la prospective. Il faut qu'on regarde 10 ans, 20 ans devant. Je ne parle pas de plan stratégique pour l'instant. Je parle de choses très simples. Imaginez-vous, on dit Air Sénégal, c'est le pavillon national, une compagnie qui doit rayonner dans la sous-région. Pendant qu'on le dit, la Côte d'Ivoire travaille, je fais de la fiction, je ne dis pas que c'est le cas. La Côte d'Ivoire travaille pour se dire comment l'IA peut me permettre de réduire mes coûts à 40%. Et donc vendre mes billets à 40% moins cher que... Si le Sénégal ne fait pas de prospective et il se dit combien d'avions je dois acheter pour être le leader, pendant que la Côte d'Ivoire se dit comment je dois couper mes coûts pour remplir mes avions, vous voyez qu'à la fin de la journée, on a perdu le match.
Donc, on doit faire de la prospective, et la prospective, c'est plusieurs hypothèses. Ce n'est pas une seule. Vous tirez 3 fois, et vous pouvez rater même 3 fois, et vous retirez à nouveau 3 fois. Tout comme vous pouvez avoir la cible. Et ce mécanisme-là, aujourd'hui, doit exister au sein de notre pays. Donc, je pense que c'est une invite vraiment au ministère, au gouvernement, pour pouvoir intégrer cette dimension prospective. L'autre chose, c'est quelle chance on donne à nos startups. Aujourd'hui, si on constate les statistiques, en France, le stage est en train de diminuer, le besoin de stage. Pourquoi? À cause de l'IA. Donc, toutes les entreprises qui sont des petites entreprises et qui fonctionnent essentiellement avec des stagiaires ne font plus recours au nombre de stagiaires habituels parce que l'IA permet de compenser beaucoup de choses. Phénomène qui, naturellement, se produira chez nous puisque la logique économique est la même partout. Alors, pendant que nous avons des problèmes pour générer suffisamment d'emplois, voilà que nous allons avoir des problèmes pour capturer au moins des jeunes et les mettre dans un circuit de stage. Il y a des alternatives, c'est l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi un apprentissage professionnel. Sauf que pour cela, même chose encore, il faudra qu'on ait une approche stratégique. Le budget de l'État en matière d'achat, mais une bonne partie doit être consacrée à nourrir des startups et des PME sur des projets qui sont pertinents. Et qu'on ne s'y trompe pas. Nous-mêmes, en tant qu'individus, à chaque fois qu'on investit, à 70%, on perd de l'argent. À 30%, on en gagne, et les 30% qu'on gagne, dans le temps, peuvent rattraper les 70% qu'on a perdus. Un État doit raisonner de la même manière, en se disant, je dois prendre le budget national. Je pense que les dernières lois sur le truc national, comment on appelle ça, le contenu local, ça me fait rire d'ailleurs, parce que contenu local, vous n'entendrez jamais parler de ça aux États-Unis, en Allemagne ou en France. Pour eux, c'est une absurdité de dire que il faut quand même que je pense à mes gens. Parce que pour eux, c'est ça la priorité. Et le reste, c'est accessoire. Tout à fait. Merci. Donc, je crois que j'ai été plus long que prévu. Et j'aborderai la suite certainement après, si on a le temps de faire un deuxième round. Non, très, très bien. En fait, c'est vrai qu'on a été rattrapé par le premier panel, parce que la cérémonie officielle, c'était un panel. Donc, je pense qu'ils ont un peu grignoté sur le temps du deuxième panel. Mais on va quand même se rattraper, Madame la modératrice de premier plan. Alors, vous avez bien fait de parler de prospective pour qu'on puisse s'en sortir. Et naturellement, la connexion avec le monde de la recherche et de l'innovation. Donc, le New Deal technologique ne peut pas être mis en œuvre avec la résilience que nous attendons en fait de ce programme de transformation si on ne connecte pas l'écosystème du secteur privé dans le monde du numérique avec le monde de l'innovation et de la recherche. Et naturellement, je pense qu'il y a eu une interpellation par rapport au rôle de l'État, par rapport naturellement au rôle de CNM, donc qui pourrait jouer une assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le compte de l'État, pour que pour tous les grands projets stratégiques en fait du New Deal, qu'on puisse avoir effectivement le secteur privé national couplé avec le monde de la recherche et de l'innovation, parce que nos élèves ingénieurs, nos étudiants, on a besoin que ça soit de bons prétextes pour faire de l'apprentissage en vraie situation. Et ça, aucun autre cours ne peut le remplacer. Au moment où nous avons beaucoup de chantiers à lancer, nous avons besoin que CNM se positionne de manière très stratégique, mais pour justement être ce métronome-là, pour organiser pour le compte de l'État la mobilisation du secteur privé national. En même temps aussi, la Sonalta a été, disons, interpellée. Je pense qu'il va bien réagir, mais avant cela, je pense que Mme Kane, vous allez peut-être adoucir un tout petit peu le temps que M. Ndiaye, disons, prenne la parole pour réagir. Merci, c'est Mme Diop, Marème Blondin Diop. Alors, je représente Mme Kane, effectivement. Nous, chez Expresso, nous croyons comment ils appellent ça? Le partenariat. Parce que nous nous considérons un peu comme des enablers, c'est-à-dire nous permettons à un écosystème de connecter un écosystème. Et donc, de ce point de vue-là,
nous n'avons pas la science infuse et donc nous disons ce que nous savons faire, nous le mettons sur la table, mais nous lions de partenariats avec des gens qui ont d'autres métiers et ensemble, nous pouvons régler des problématiques. Nous faisons en permettant au gouvernement, en permettant aux institutions d'avoir cette connectivité-là qui leur permet de développer des layers, donc au-dessus, de construire ensemble. Et donc, je pense qu'effectivement, le New Deal technologique sera forcément évolutif. Où les problématiques vont survenir, il va y avoir des événements qui vont arriver et qu'il faudra gérer. Il va y avoir des évolutions dans nos modes de vie, dans nos modes de fonctionnement qu'il faudra aussi contrôler. Et donc, nous ne pouvons pas être dans un écosystème statique. Forcément, nous allons travailler avec les jeunes start-upers qui vont imaginer de nouvelles solutions, qui vont imaginer de nouveaux, qui vont entraîner en vérité de nouveaux agents pour adresser les problématiques. Faciliter ce travail-là, je pense que le gouvernement le fait déjà, l'État le fait déjà dans la mesure où ils ont introduit l'IA et le numérique dans le curriculum. Et ça, je veux dire, c'est un bond en avant. Parce que je pense que dans les années précédentes, c'est plutôt les pouvoirs publics qui étaient un peu en arrière par rapport à l'innovation. Aujourd'hui, on peut quand même se targuer d'avoir des personnalités, on va dire, politiques qui sont au fait de l'innovation et qui, à la limite, sont devant et drive le mouvement. Et donc ça va nous faire gagner du temps, ça va nous faire être plus résilients et plus agiles. Il faut vraiment ce mot-là, cette agilité-là, que nous puissions la garder parce que c'est ce qui va déterminer notre apport dans le concert de l'écosystème mondial, que nous puissions vraiment être en avant et positionner le Sénégal comme dans l'objectif du New Deal technologique en tant que hub numérique, on dira mondial, pas seulement en Afrique. Merci beaucoup. Michel Niel. Oui, merci, M. Nia. Donc, je pense que je vais commencer par peut-être réagir un peu par rapport à ce qu'a dit le doyen. Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi personnellement, ce n'est pas la première fois que je l'entends parler de ça. Donc, je pense qu'à juste titre, c'est normal que, vu le rôle que joue Sonatel dans l'écosystème, en fait, qu'on puisse vraiment accompagner. Parce que aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est que si aujourd'hui on arrive à développer l'écosystème à tous les niveaux, je pense que de façon indirecte, on va en profiter. Parce qu'on a les infrastructures, on a un rôle à jouer. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a compris. Donc, je pense que ça fait des années qu'on ne se limite plus en fait, à vendre du service, mais on s'investit beaucoup sur la formation, sur l'accompagnement des startups, sur le financement des startups. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose en fait, qu'on a commencé et qu'on va continuer à faire. Et ça rentre dans la pleine ligne droite du New Deal technologie. Donc, c'est ça, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'on va continuer à le faire. Donc, sur le volet de l'infrastructure, je pense que Papadam en parlait. Donc, ça aussi, si on prend le digital comparé en fait, à l'IA, on peut innover dans l'IA, mais derrière, en fait, on a besoin de moins. Parce que ce n'est pas juste du code qu'on écrit. En fait, derrière, en fait, il y a des abonnements à payer. En fait, il y a des ressources dont on a besoin pour pouvoir, en fait, pour pouvoir entraîner des données. Et ça fait référence à la problématique de financement. Donc aujourd'hui, je pense que nous, en fait, notre rôle, c'est quand même d'accompagner en fait, les startups en fait, pour pouvoir mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir en fait, investir sur de l'innovation, parce que c'est nécessaire et c'est le rôle en fait, qu'on doit jouer en, fait, en tant qu'opérateur.
Donc l'autre point sur lequel je voulais intervenir, c'est aujourd'hui, je pense que c'est Basile qui le disait. Donc l'écosystème est divers et varié. Donc l'IA, comme je le disais, est applicable à plusieurs domaines. Maintenant, quand tu es spécialisé IA, tu n'es pas forcément un spécialiste sur la santé. Tu n'es pas forcément aussi un spécialiste sur en fait, l'agriculture. Mais nous, en tant que Sonatel, on doit quand même jouer ce rôle voilà, de facilitateur pour pouvoir mettre en face ceux qui ont des compétences sur des verticals, qu'on puisse mettre en place des gens qui ont des compétences sur l'IA pour pouvoir en fait les associer pour avoir créé beaucoup plus de valeur ajoutée. Parce qu'en gros, l'IA, je pense que certains domaines en fait, va faciliter, va permettre en fait, de mettre l'intelligence, mais aussi de pouvoir automatiser certaines pratiques. Donc nous, notre rôle aussi, c'est essayer de jouer ce rôle de facilitateur, donc entre d'une part, ceux qui sont spécialisés côté IA et d'autre côté, ceux qui sont spécialisés dans d'autres métiers pour qu'ils puissent tirer parti de l'IA dans la pleine mesure. Maintenant, le dernier point sur lequel je voulais intervenir, je pense que ça résume un peu ce que disait aussi la partie risque. Donc aujourd'hui, je pense que cette prise de risque, elle est importante. Et si on mesure un peu ces risques-là aussi, je pense qu'on peut le même. Voilà, pour moi, ce n'est pas des risques qui sont énormes. Parce que pour pouvoir accompagner une start-up, souvent, on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, il faut que les gens comprennent ça. Donc, il y en a beaucoup qui veulent le faire, mais ils pensent que s'ils le font, en fait, là, ils n'ont pas les moyens de le faire. Mais je pense que chacun, dans son activité, chacun, dans ce qu'il fait, peut accompagner. Donc, soit sous forme de mentorat, soit sous forme de mise en relation, parce qu'il y a des startups qui sont là, ils ont des solutions, mais ils n'ont pas accès au marché. Donc, rien que le fait de pouvoir les rapprocher au marché et de présenter le produit, en fait, ça, c'est une façon de les accompagner. Donc, en un certain moment, je pense qu'il faut qu'on puisse peut-être se poser et voir aujourd'hui. Je pense que le cadre en fait, du Startup Act en fait, est là. Donc, il faut que nous, en réponse aussi, qu'on puisse voir comment on peut accompagner cette Startup Act-là pour que les résultats en fait, visés au départ soient escomptés au bout. Très bien, merci beaucoup. Alors, je pense que nous allons très rapidement, disons, boucler parce qu'il y a eu, c'est vrai, du retard dans le programme. Il faut qu'on se rattrape. Mais nous pouvons quand même retenir que le New Deal technologique sera nécessairement évolutif. Donc, ça a été retenu par les discussions, à travers les discussions. Et naturellement, il y a un grand chantier. Quand le New Deal technologique, on considère qu'il doit être évolutif, alors que le ministère en charge du numérique et les autres parties prenantes sont en train de lancer les vastes chantiers en fait, de maturation pour certains. Et vous savez très bien, pour certains grands programmes, grands projets, rien que les études de faisabilité, ça prend du temps. CNM a été vraiment interpellé sur plusieurs questions. Et comme il parle au nom en fait, du NUD, j'aimerais bien lui permettre juste 2 minutes pour qu'il puisse conclure et puis nous dire les prochaines étapes. Les stratégies pays, on est très bon. Mais quand il s'agit de délivrer, on est très faible. Alors, qu'est-ce que vous nous promettez par rapport à toutes ces discussions-là et les discussions à venir autour du New Deal qui seraient nécessairement évolutives pour justement prendre en charge cela? Comment vous comptez délivrer à temps parce qu'on n'a que 3 ans pour délivrer les choses? Merci beaucoup, professeur. Il y a 3 éléments, 3 fondamentaux sur lesquels qui sont des facteurs clés de succès. Premier élément, c'est une stratégie verticale cohérente. Vous avez la stratégie, l'agenda de transformation qui est là, avec un cockpit gouvernemental qui a défini les objectifs dans les prochaines années. Il faut qu'à un moment donné, notre stratégie soit alignée par rapport à cela. Donc pour moi, ça c'est la stratégie de haut niveau. Cette stratégie de haut niveau, à un moment donné, elle doit pouvoir se décliner au niveau sectoriel, avec des objectifs très bien précis, et qui vont constituer pour moi la base de travail entre le ministère du numérique et les autres ministères. Et par ricochet, intégrer comme partie prenante fondamentale Sénégal numérique qui va faire la zone tampon avec l'écosystème. Je pense que ça c'est hyper important. Et aussi nous avons ici quand même des acteurs qui sont de premier plan, tels que Gaïndé Orange, qui sont également des véhicules et des leviers pour pouvoir tirer l'écosystème. Ils le font déjà à travers les investissements qu'ils font dans les startups.
Et je pense qu'il faut s'appuyer quand même sur des fondamentaux et des piliers qui sont là pour pouvoir tirer ceux qui sont en tout cas prometteurs. Autre élément, c'est être en capacité, au-delà de décliner verticalement la stratégie, assurer la résilience. Je pense que Pape Dame l'a dit, c'est très important. Nous sommes un pays malgré tout qui est vulnérable. Nous avons vu le niveau de sécurité que nous avons dans notre pays, pour lequel il va y avoir de gros enjeux pour les Jeux olympiques à venir. Donc, il faut absolument qu'on investisse sur les enjeux de résilience critique. Parce que si on ne le fait pas, nous aurons à investir plus pour des solutions de remédiation. Nous alertons au plus haut niveau de ces faits-là, pour les sujets liés à la cyber-résilience. Il faut qu'on prenne ce sujet-là au sérieux. Et troisième élément, pour moi, c'est comment, à un moment donné, au-delà des enjeux gouvernementaux et d'alignement à la stratégie, on puisse faire vivre notre écosystème. Et pour cela, il n'y a pas de mystère, hein. C'est identifier les meilleurs et comment aborder la commande publique. Parce que sans business, sans commande publique, vous allez beau avoir des bons partenariats, mais vous n'aurez pas à un moment donné des moyens d'exercice de vos talents. Et dernier élément, et je pense que c'est quelque chose qui est cher à notre cher Noureddine, c'est comment à un moment donné on s'exporte, comment on ait de la visibilité, comment on attaque le marché. Et je pense que voilà, dans les prochains mois, on aura quand même une vision consolidée des choses avec une capacité à pouvoir se déplacer ensemble et non pas en silo pour adresser les problématiques. Donc voilà un peu pour moi la vision assez pragmatique de comment on évolue et les facteurs de clé de succès. Merci. Merci beaucoup. Je voulais que vous applaudissiez l'ensemble des panélistes. Félicitations aussi aux Saltistes, donc à IAS, à Ndiadia et à son équipe. Et nous pensons que, donc à l'issue de ces 2 jours-là, avec naturellement la publication du livre blanc, donc vous penseriez en fait à venir nous rencontrer pour justement nous livrer les conclusions et les fortes recommandations qui seraient issues en fait de ces échanges, parce que ne sous-estimez pas du tout en fait ces opportunités-là. En réalité, on est en train de structurer quelque chose. Et il faut juste après qu'il y ait une suite logique. Encore une fois, merci et à très bientôt pour recevoir les recommandations.